qu'avant. Monsieur Ramonet, ici dans les pays du Nord, où vous tentez de mener une campagne d'éducation, de sensibilisation aux dangers de la mondialisation, il y a des classes des pauvres qui disent, nous quand on va dans les magasins, on dit merci si on achète des produits moins chers, qu'importe leur origine, que ce soit des produits chinois, que ce soit des produits indiens, pas grave, tant que c'est à la hauteur de notre bourse. Est-ce que eux, on peut avoir une réponse pour leur dire attention à la mondialisation? Oui, bien sûr, parce que c'est le paradoxe de la mondialisation. C'est-à-dire quand une personne va aujourd'hui dans des magasins chez nous, peut trouver des produits de toutes sortes, même des services, qui ne sont pas chers. Et donc par conséquent, on se dit, ils sont gagnants. Le problème, c'est que ces objets qui ne sont pas chers sont construits dans des pays, essentiellement en Chine, par exemple, et ceux qui construisent ces objets en Chine sont ceux qui les construisaient avant chez nous et qui avaient comme salariés ces mêmes personnes qui vont acheter dans les magasins et qui ont perdu leur emploi. Car, si vous voulez, aux États-Unis, pour ne pas aller plus loin, chaque année, il y a 400 000 salariés qui perdent leur emploi parce que leurs usines s'en vont en Chine. Et bien sûr, les riches, c'est-à-dire les propriétaires de ces usines, gagnent beaucoup plus d'argent parce qu'ils produisent dans des pays où la main-d'œuvre est extrêmement bon marché et ils vendent dans nos pays où le niveau de vie est très élevé. Et même s'ils vendent pas cher, c'est terriblement cher par rapport au prix auquel ils les ont produits. Avant, ils pouvaient gagner, mettons, 5-6% sur un produit fabriqué dans nos pays. Aujourd'hui, ils gagnent minimum de 15 à 20%, parfois 60% sur ce même produit que nous trouvons moins cher. Donc, par conséquent, c'est un marché de dupes, car nous achetons des produits moins chers, mais nous avons beaucoup moins d'argent, parce que ce qui s'est passé dans nos pays, c'est l'arrivée de la pauvreté massive et du chômage structurel. En Union européenne, par exemple, qui est une des trois régions, des seules trois régions développées du monde, il y a à l'heure actuelle 36 millions de pauvres. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de pauvres. Il y a aujourd'hui près de 20 millions de chômeurs. Il y a 20 ans, il y avait 0 chômeur. Et vous allez me dire que les industriels n'ont pas conscience de ce discours. Ils ont besoin de consommateurs, à un certain moment, même pour vendre leurs produits. Alors s'ils font le choix d'aller dans le sud délocaliser, ils restent quand même dans les proportions d'être toujours en mesure de les vendre et puis d'écouler leurs produits dans le nord, non? Alors je vais vous dire, réellement, la différence entre des investisseurs, c'est-à-dire la différence entre le marché et l'État, c'est que le marché n'est pas stratège. C'est-à-dire le marché ne regarde qu'à court terme. Il pense à son intérêt de court terme. Il ne voit pas à long terme. Ce n'est pas son problème. Les investisseurs, par exemple, ne construisent plus de raffineries. On manque de pétrole raffiné. Il faut importer le pétrole raffiné du Sud. Donc, le logement, il est évident qu'on ne le pense pas. On ne pense pas pour les pauvres. On ne construit pas de logement social, etc. Donc, cette question de penser l'avenir, c'est nécessaire, qui est une préoccupation des citoyens, c'est l'État qui doit le penser, c'est le secteur public, bien entendu, ce sont les autorités. Et aujourd'hui, la pression même du capital, la pression de cette mondialisation, avec des bénéfices faciles, ce qui a explosé dans le monde, c'est le nombre de milliardaires. Vous savez, il y avait que quelques dizaines de milliardaires avant. Il y en a maintenant des milliers de milliardaires, alors que le nombre de pauvres a augmenté. Même s'il a diminué, je disais tout à l'heure, dans quelques pays, en chiffre absolu, c'est-à-dire combien de pauvres il y a maintenant et combien il y en avait il y a 15 ans, le nombre de pauvres s'est multiplié, a augmenté de 50% à l'échelle planétaire. Nous sommes de retour tout de suite après la pause. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité de ce soir, Ignacio Ramonet, directeur du mensuel français Le Monde Diplomatique. Monsieur Ramonet, finalement, comment va-t-on réussir à concilier les intérêts du Sud, du Nord? Faudra-t-il résister ou s'adapter à cette mondialisation, ou même peut-être même l'adapter, elle, la mondialisation? Alors, il faut bien sûr se rendre compte que cette mondialisation, elle est en fin de cycle. C'est-à-dire que la période euphorique de la mondialisation, la période où l'on disait la mondialisation c'est inévitable et donc par conséquent autant s'adapter, on voit bien que ça s'achève. D'abord parce que politiquement, le pays qui l'a le plus porté, les États-Unis, achève cette période, parce que, disons, sur l'échiquier militaire, ils ont subi de telles difficultés, en particulier en Irak et en Afghanistan, où on voit bien que leur instrument militaire ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent, qu'ils ont perdu beaucoup de prestige et que par ailleurs, ce qui se passe maintenant, c'est que jusqu'à présent,
c'était en quelque sorte les gagnants de nos sociétés qui diffusaient l'idée que tout le monde allait être gagnant, même si c'était faux. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure que dans certains pays, la mondialisation s'installe, c'est vrai que de grandes entreprises multinationales puissantes apparaissent dans le Sud. Et elles se mettent à acheter les entreprises des riches de chez nous. Et là, évidemment, ça devient moins drôle pour eux. Ça devient moins drôle pour eux. Ouais. Et donc, on commence à dire, mais ça, c'est pas... Tant que c'était les travailleurs qui perdaient leur emploi, c'était pas grave. Parce que les industriels ou les groupes financiers gagnaient de l'argent. Mais dans la mesure où c'est eux-mêmes qui sont achetés et dévorés dans cette logique, on commence à dire, ça, ce n'est pas la règle du jeu. Donc la mondialisation, c'était bon quand nous étions gagnants. Maintenant, il va falloir repenser précisément cette question-là. Et c'est pourquoi on ne peut pas exclure qu'on soit au début, disons, d'une réflexion autour de cette idée. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu de protectionnisme ici ou là dans certains secteurs? Ce qui paraissait impensable idéologiquement il y a à peine quelques années. Ce ne sera pas le protectionnisme qu'on a connu à une autre époque, mais en disant des grandes zones de libre-échange, c'est possible, mais en dehors de ce qui arrive de l'extérieur de ces zones devra être soumis à des taxes, à des difficultés, alors que la mondialisation, c'était théoriquement la suppression de ces barrières. Mais alors dans ce jeu de pro ou anti-mondialisation, on a l'impression que tout le monde est hypocrite en fait. Par exemple, les fermiers du Québec, du Canada, qui sont les plus protectionnistes sur certains produits agricoles, le lait, les œufs, etc., ils sont les premiers à dire, ben oui, il faudrait qu'on nous ouvre tous les marchés du bois d'œuvre, le marché du blé. Donc on a l'impression qu'en fait tout le monde défend sa petite parcelle sans qu'il y ait une véritable conscience collective. C'est une constante dans l'histoire du commerce et dans l'histoire de l'économie. C'est une constante. Si vous voulez, tous les pays qui sont devenus de grandes puissances économiques sont des pays qui, pendant très longtemps, ont pratiqué un protectionnisme intégral. La Grande-Bretagne d'abord, les États-Unis après, et vous retrouvez ces débats dans l'histoire économique de ces pays. Quand un pays, après avoir pratiqué pendant des décennies un protectionnisme très sévère, a réussi à créer des champions dans un certain nombre de secteurs, industriels ou agricoles, à ce moment-là, ils réclament l'ouverture des marchés des autres pour que leurs champions, qui sont très puissants, puissent aller dans la cour des petits, mettre de l'ordre. Alors, c'est à chaque fois, il y a un économiste coréen qui a écrit un livre qui s'appelle Renvoyer l'échelle, c'est-à-dire lâcher l'échelle. Une fois que vous êtes monté à l'étage, votre mission, c'est de renverser l'échelle pour que personne ne puisse monter. Tant que vous êtes en train de monter, vous défendez le protectionnisme. Quand vous arrivez en haut, vous êtes le chantre du libre-échange et du libre-commerce, bien entendu. C'est une règle permanente et en ce moment, nous la vivons encore avec les contradictions que vous soulignez. Merci encore. Merci. Alors, la mondialisation serait-elle à bout de souffle comme le suggère Ignacio Ramonet? Seul l'avenir le dira. Entre-temps, pour en savoir davantage, voici quelques suggestions de lecture. Chez Boréal, Maud Barlow qui signe Dormir avec l'éléphant s'interroge sur la préservation des valeurs canadiennes dans un marché intégré aux États-Unis. Et puis cette somme de réflexion parue aux presses universitaires du Québec, Regard philosophique sur la mondialisation, c'est un ouvrage collectif dirigé par Jocelyne Couture et Stéphane Courtois. Et puis allez aussi visiter le site internet de la chaire des recherches du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie, c'est à l'UQAM, et l'adresse apparaît tout de suite à l'écran. Voilà, c'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, Ici le Monde parlera immigration et conditions des réfugiés au Canada. Merci d'être resté en notre compagnie. À la semaine prochaine. Je m'appelle Mohamed, puis je corresponds à pas mal de clichés. Je peux avoir le profil d'un terroriste. Au tournoi des maîtres. Tout d'abord, dans l'Est, Québec affronte la Gaspésie. Et ensuite, dans l'Ouest, les prospecteurs de connaissances de l'Abitibi feront face au canton s'amuse de l'Estrie. Bienvenue au tournoi des maîtres, lundi et mardi, 19h30.